de Patrick Cohen. Le traité budgétaire européen en débat dès demain à l'Assemblée nationale et toute la semaine sur France Inter, ici même, entre 8h20 et 9h. C'est donc vous qui ouvrez le feu. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Vous étiez dans la rue hier après-midi avec plusieurs dizaines de milliers de personnes pour dire non au traité, mais avec pas mal de slogans hostiles au nouveau pouvoir. C'était une manifestation anti-Hollande? C'était pas le sujet. Sur ce dossier du traité européen, clairement, nous sommes dans l'opposition au traité. C'est d'ailleurs le traité commun de l'UMP et du PS. Il faut quand même mettre les choses à leur place. Non, mais bon, quant sur cette affaire, à la tonalité de la manifestation, je parlais de slogans, de pancartes qu'on a tous vus dans les reportages hier, et qui étaient hostiles à François Hollande. Vous avez surtout vu celle-là, mais il faut avoir une vision d'ensemble. François Hollande fait une erreur à nos yeux terrible en signant ce traité, qu'il avait voulu renégocier, disait-il. Il est incapable de nous dire quelle ligne, quel adjectif, quel verbe il a pu faire changer depuis que le traité a été signé par Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, la droite se moque de lui en disant « mais on est très content, hein. Vous signez, vous allez faire voter le traité de Nicolas Sarkozy ». Voilà. Alors après, c'est pas comme ça le plus important. C'est important, hein. Mais le plus important, c'est le mouvement général qui se dessine en Europe, qui nous permet en quelque sorte d'unifier une Europe sociale qui s'oppose à l'Europe de l'austérité. Les manifs, elles sont en Espagne, au Portugal, en Grèce, dans tous les pays d'Europe, et les Français viennent de s'engager dans ce chemin. Vous allez voir que ce ne sera pas la dernière fois. Alors là, ça avait un caractère un peu spécial, puisque c'était une manif politico-sociale, il y avait les deux composantes étaient là. Mais là, la semaine prochaine, ce sont les syndicats qui marchent devant, puisque la CGT commence un cycle de mobilisation. Voilà, c'est un phénomène européen qui, en France, évidemment, prend une tournure spéciale du fait que le gouvernement s'était engagé à renégocier le traité, qui ne l'a pas fait. La situation actuelle est celle d'un endettement des États, qui n'est pas aussi monstrueux et excessif que ce qu'on en décrit. Ça veut dire qu'on pourrait l'accroître? Oui, bien sûr, sans aucune difficulté, et surtout on pourrait le financer de manière beaucoup plus fluide et moins coûteuse dans toute une série de pays. Là, nous sommes pris auprès de la Banque Centrale Européenne, qui devrait pouvoir prêter aux États la dette souveraine, pour acheter de la dette souveraine, au prix auquel elle prête aux banques privées, c'est-à-dire à 1% et parfois moins, avant que celle-ci ne reprête aux États. Ça, c'est l'aspect de fond, ça fait des mois que je dis ça, et maintenant je ne suis pas le seul, puisqu'il y a toute une série d'économistes, toute une série de prix Nobel qui disent la même chose. L'austérité ne nous mène nulle part. Par exemple, nous en sommes au 9e plan d'austérité en Grèce. Bientôt, il n'y aura plus rien à vendre, peut-être la mer et l'air. Voilà, ils trouveront un moyen de le vendre. Cette politique, c'est ça qu'il faut comprendre, Patrick Cohen, c'est qu'elle ne mène nulle part. Tous les pays entrent en récession, et comme les uns sont les clients des autres, bientôt les Allemands aussi vont être atteints. Et ils entreront en récession, comme toute l'Europe entrera en récession, parce qu'il n'y a aucun mystère sur ce sujet. Les politiques qui sont appliquées, les politiques d'austérité, de contraction de la demande publique, nous conduisent tout droit au désastre. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude, car il n'y a pas d'exemple qu'un seul pays se soit redressé grâce aux politiques d'austérité. Tous se sont enfoncés. Alors à partir de là, que fait-on? On regarde et on continue à avoir un raisonnement étroitement comptable en se disant bah, nous allons rétablir l'équilibre. Entendez ce qu'a dit François Hollande. Il a l'intention de rétablir l'équilibre absolu, c'est-à-dire arriver au point zéro, en dessous même du déficit structurel prévu par le traité en 2016. C'est-à-dire qu'il va s'opérer une ponction gigantesque sur l'économie de notre pays, car en France, c'est comme ça. Le premier investisseur, ce sont les collectivités locales et l'État. C'est comme ça en France, vous pouvez le regretter. Moi, je connais la raison pour laquelle les entreprises privées n'investissent pas plus qu'elles ne distribuent de dividendes, mais c'est en fait, c'est comme ça en France. Donc, par conséquent, nous allons au désastre. Voilà ce que rétablir l'équilibre, à vos yeux, ça n'est pas une nécessité, un impératif et un objectif. Pour l'instant, la réalité, c'est partout la contraction de la dépense publique, partout la destruction des services publics, partout la régression des prestations sociales. Je vous signale, M. Cohen, pour le cas où cette information ne serait pas venue à l'oreille de vos auditeurs, que dans 8 pays d'Europe, l'espérance de vie a reculé. Et où, en particulier, en Allemagne, ce qui vous est présenté comme un modèle. Donc peut-être qu'il serait temps de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Alors, l'équilibre des comptes publics et l'austérité, ce sont deux choses différentes, mais ce dont nous parlons aujourd'hui, ce qui est mis en œuvre aujourd'hui, c'est l'austérité.
avec en vue l'équilibre des dépenses publiques. Mais, M. Cohen, vous, moi, nous savons parfaitement que l'équilibre des dépenses publiques ne sera pas atteint par la politique d'austérité. C'est le contraire qui va se passer. C'est-à-dire que les déficits vont se creuser. Parce que quand on contracte la demande publique, l'investissement privé ne prend pas le relais et donc les déficits se creusent, donc les coûts sociaux augmentent du fait du chômage et du fait des maladies, de tout ce qui se répand dans la société. Ce que je dis est en train d'avoir lieu en Grèce et en Espagne. Et si le vieux continent, qui, du fait d'erreurs déjà de grands génies économistes qui avaient la même vision dans les années 29-30, ne comprend pas la nature des risques auxquels on s'expose quand on soumet des millions de femmes et d'hommes à une politique de cette nature, c'est que vraiment l'histoire ne nous apprend rien. Moi, elle m'a appris, c'est pourquoi je réagis. Mais le reste du temps, c'est un moulin sans fin qui répète sans arrêt la catastrophe de la dette. Savez-vous ce qu'est le coût de la dette dans un budget annuel? C'est 49 milliards d'euros, c'est 2, quelque chose. N'importe lequel d'entre vous autour de cette table, quand il s'endette, le banquier lui fixe comme limite, par exemple pour un appartement, que ce soit pas plus de 30% de vos revenus qui passent dans les paiements des emprunts. Si donc nous rapportons ce que la France doit à la somme totale de ce qu'elle va produire pendant la durée moyenne de la dette, alors on constatera que la France est endettée pour même pas 12,5 ou 13% du total de la richesse qu'elle produit, c'est-à-dire quelque chose qui est tout à fait supportable. Maintenant, si vous voulez soi-disant mourir guéri, je vous informe que vous ne pourrez pas mourir guéri, vous mourrez malade. Car l'austérité engendre l'austérité et rien d'autre. Voilà la vérité économique. Un mot de la situation. Ça veut dire, monsieur Cohen, ça veut dire que là, à la fin de l'année, il y aura plusieurs centaines de milliers de chômeurs de plus. Il y aura plusieurs dizaines de services hospitaliers de fermés. Il y aura des centaines et des centaines de services publics qui vont fermer. Voilà ce qui va se passer. Et après, on va m'expliquer que c'est comme ça qu'on rétablit l'équilibre des comptes. Surprenant. Donc les parlementaires du Front de gauche voteront contre le budget au Parlement? Vous leur demanderez, ils ont deux présidents, André Chassaigne et Eliane Assenssi. Ah bon, c'est pas forcément non. Ben, c'est-à-dire que c'est les groupes qui décident, puis il va y avoir un débat, vous êtes terrible, vous. Peut-être que dans le débat, la raison va s'emparer de nos interlocuteurs. Vous savez, le débat, il va durer jusqu'à la fin du mois de novembre. Monsieur Cohen, quelqu'un autour de cette table est capable de me dire que d'ici au mois de novembre, la vie en Europe va être en long fleuve tranquille, que l'Espagne ne va pas faire défaut, que l'Italie ne va pas faire défaut. Donc ça n'est pas écrit. Eh bien, ça veut dire que d'ici à la fin du mois de novembre, vous allez avoir des débats extrêmement vifs en Europe. Parce que la situation ne doit pas s'analyser dans un seul pays. Elle doit s'analyser par rapport à l'ensemble de ce qui se passe en Europe. À propos de débats très vifs, vous avez quelqu'un en ligne de mire, c'est le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. J'ai posé des questions à propos du traité et surtout de ce qui s'était passé pendant les vacances, parce que, et de ce qui continue à se passer, c'est que ce gouvernement ne marque aucun rapport de force avec le capital, ce qui est une erreur. Et qu'est-ce qu'il a répondu, M. Ayrault, fort de toute sa brillance intellectuelle, que je n'avais même pas été élu président de la République, ni même député. Voilà la réponse. Et ce que vous reprochez à Jean-Marc Ayrault, c'est son mépris à votre égard et le fait qu'il ne réponde pas à vos interpellations. Je pense que dans la vie démocratique, pour que la démocratie fonctionne, il faut qu'il y ait du respect, donc de l'échange et donc de l'écoute. Quand Jean-Marc Ayrault dit « les lignes ont bougé à propos du traité », il a fallu 2 mois et demi de journalisme qui le harcèle pour qu'il finisse par dire « ce n'est pas vrai, le texte est le même ». Donc vous avouerez qu'on aurait gagné du temps s'il avait accepté le débat auparavant.